Mardi 1er février 2022, le public avait rendez-vous à la librairie Ombre Blanche avec l'écrivain Marc Graciano, auteur de l'ouvrage Joanne, paru aux éditions Le Tripode. Donc je vais commencer en guise d'introduction par déjà te remercier et faire un petit, alors peut-être un petit rappel bibliographique du travail romanesque de Marc Graciano qui a commencé en 2013 avec un livre. Alors moi j'ai eu la chance de lire parce qu'il était publié aux éditions Corti, qui sont une maison d'édition qu'à la librairie on aime beaucoup et on suit attentivement. Je crois que c'est un livre qui les avait énormément impressionnés. Il était sorti pour la rentrée littéraire, je crois, ou en janvier. En janvier. Tu n'as jamais fait de rentrée littéraire? Ah, la fille électrique. Donc ça s'appelait Liberté dans la montagne. Un livre effectivement qui complètement en dehors des sentiers battus, avec deux personnages, un vieux monsieur et une petite fille qui cheminent le long d'une rivière dans un monde médiéval, on va dire comme ça en gros. Et on sait bien, on comprend vite que tout ce qui n'est pas ce cocon entre le vieux monsieur et la petite fille est un danger potentiel, voilà. Ensuite, il y a deux autres romans qui paraissent très, très rapprochés. Donc, Une forêt profonde et bleue, qui est une histoire assez, un de mes préférés, l'histoire d'une Amazone. Là aussi, dans un monde, alors peut-être encore antérieur à un monde médiéval, ça pourrait même être dans un monde complètement de science-fiction ou sur une autre planète. Enfin, qu'on comprend très vite que l'important n'est pas là. D'une Amazone qui va avoir à subir un viol collectif assez terrible et qui va partir ensuite cheminer pour se reconstruire. Alors ça, ce sera aussi le sujet de la fille électrique, mais c'est le seul livre qui se passe aujourd'hui dans un univers contemporain, qui est le troisième roman. Ensuite, il y a, alors attends, dans l'ordre, Embrasse l'ours, L'enfant pluie, un petit sous la forme d'un conte, alors là, qui nous amène à la préhistoire. Embrasse l'ours. Non. Ah. Ah, Le Sacré, oui, mais celui-là, je ne l'ai pas lu. C'est effectivement le seul. C'est bon, ouais. Ça va aller mieux. Oui, donc, pardonnez-moi. Un enfant qui récolte un oiseau, un faucon blessé, et puis qui le relève, comme on dit, et puis qui devient, qui va faire une chasse avec lui. Bon, enfin, et ce livre-là, Le Sacré, qui est un petit livre, c'est une espèce de fragment d'un grand projet que j'ai en cours, voilà, qui est en cours, je ne sais même pas s'il se terminera. Et puis, dans le même ordre, comme ça, fragment de ce grand projet, il y a un autre livre, alors ça, je ne sais pas si tu l'as vu sortir, Le Soufi. Oui, alors ça a été publié au Cadran Ligné. Voilà, Le Soufi. Voilà. Et puis... Oui, et entre le soufi et le sacré, il y a eu Embrasse l'ours. Où là, on revient sur la matière médiévale, voilà. Comme le livre qui va nous occuper ce soir, donc Joanne, où on revient donc là, 14e siècle, sur un... Alors, c'est la première fois que tu utilises, on va dire, un chemin plus balisé, puisqu'on s'inscrit de fait, cette histoire... pour la première fois, on est dans un terrain connu. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on s'attend et en même temps, le livre passe aussi son temps à déjouer les choses auxquelles on s'attend. Alors, la première question, la plus évidente, pourquoi Jeanne d'Arc? Qu'est-ce qui t'attire dans ce personnage-là, en sachant que tes livres sont peuplés de figures féminines extrêmement fortes, oui. Et on va en parler. Et Joanne s'inscrit là-dedans aussi. Tout à fait, à tel point qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, là, avec Jeanne d'Arc, je ne suis pas allé
sur son terrain, mais que je l'ai prise et amenée sur le mien. C'est voilà. Bon, voilà. Alors pourquoi Jeanne d'Arc? Je dois avouer que j'ai pas vécu dans un culte, une adoration de Jeanne d'Arc particulier. Je dirais même que c'est plutôt un personnage un peu, pour moi, un peu discutable. Bon, je suis modérément... en plus, je suis modérément nationaliste, pas particulièrement croyant. Voilà. Et donc, moi, j'avais plus une vision de Jeanne d'Arc jusque-là, assez proche de celle d'Anatole France, c'est-à-dire tu vois, des positivistes, des rationalistes de la fin du 19e. Hein. Donc, qui voyaient surtout une fille, enfin, sincère, hein, une très belle figure, mais enfin, un brin halluciné, et puis qui se fait utilisé et puis trahi par le pouvoir politique et condamné par l'Église. Donc une vision un peu comme ça, une vision un peu de gauche, si je peux me permettre. Je ne suis pas là pour exprimer mes opinions, mais c'est juste pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais par rapport à Jeanne d'Arc. Voilà. Et puis, en fait, c'est Charles Péguy qui m'a ouvert les yeux et qui m'a éveillé, qui a attiré mon attention, qui a éveillé mon attention par rapport à Jeanne d'Arc. Charles Péguy, que j'ai lu assez tardivement. Hein. C'était après Liberté dans la montagne. D'ailleurs, c'est un lecteur dans une rencontre qui m'a fait remarquer que mon personnage de la petite... que ma manière d'écrire pouvait faire penser à Charles Péguy, d'une certaine manière, et que le personnage de la petite dans Liberté dans la montagne lui faisait penser à la petite Espérance dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Bon, voilà, donc du coup, j'ai lu Péguy, puis je suis tombé sur sa Jeanne d'Arc, enfin sa première Jeanne d'Arc, ce qu'on appelle sa première Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le texte qu'il a écrit très jeune. Hein. Et ensuite, il l'a repris plus tard, et puis ça a donné le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Les deux sont un peu différents. Le premier est dit socialiste, et le deuxième plus nationaliste. Et je le mentionne parce que Jeanne d'Arc attire à elle, enfin l'image ou la figure de Jeanne d'Arc, attire à elle des gens de tous horizons, et même quelqu'un comme Péguy l'a abordé sous un angle différent. Bon, donc c'est Péguy qui m'a donné envie de m'intéresser à Jeanne d'Arc, en particulier le début de sa première Jeanne d'Arc et tout ce qui se passe dans la vallée de la Meuse, etc. Il y a quelque chose d'extrêmement champêtre, pur, naïf, qui m'a beaucoup attiré. Et puis, il en fait, au fond, un conte philosophique, d'une certaine manière, puisque pour lui, Jeanne d'Arc, c'est surtout quelqu'un qui est bouleversé, on va dire, par l'existence du mal et de l'injustice, et qui veut le supprimer. Il a une vision de Jeanne d'Arc extrêmement messianique. Hein. C'est-à-dire, elle est là, il la décrit comme désirant instaurer, je sais pas, pour reprendre un terme de Péguy, mais quand il militait au Parti Socialiste, la cité radieuse, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste pour Péguy restaurer l'unité de la France ou l'instaurer, mais c'est créer... il imagine vouloir créer un royaume chrétien, mais réellement, il y a quelque chose de parousique, comme si le royaume chrétien s'instaurerait. Et puis, donc, il lui fait dire qu'elle veut faire la guerre à la guerre. Voilà. Bon, donc ça m'a intéressé, ce point de vue, cette façon de voir les choses. Et voilà, et puis du coup, ça a aussi réveillé des petites images que j'avais en moi, que j'avais un peu oubliées, mais qui datent de mon enfance, de mes petits livres d'histoire. Bon, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui dans les livres d'histoire pour les gamins, mais nous, il y avait encore des petites... Des images d'Épinal. Oui, voilà, des images d'Épinal. Donc je pense que pour Jeanne d'Arc, il devait y avoir au moins 3. Un vague souvenir me revient. Donc c'est Jeanne d'Arc avec ses moutons, là, au-dessus de la Meuse. Il doit y avoir la levée du siège d'Orléans, enfin, elle doit être avec son étendard. Il doit y avoir sur Jeanne d'Arc au bûcher aussi. Et alors voilà, ces petites images-là, toutes naïves. Alors, on peut pas dire d'Épinal, c'est un peu anachronique. Enfin, je ne sais pas comment on disait au Moyen-Âge par rapport à ces petites images. Est-ce qu'il en circulait tant que ça, d'ailleurs? Pas forcément.
C'était plutôt sur les vitraux, au fond, qu'il y avait des images. Des assiettes. Ouais. Déjà ? Ouais. Oui, mais Non, pas en 1450. Mais elle datait du Moyen-Âge, là, les assiettes ? Oui, mais vous avez raison de mentionner ces assiettes, parce qu'on trouve ces images comme ça. Oui, tout à fait. Et qui sont souvent très colorées. Et puis, il faut toujours se souvenir que Arthur Rimbaud, sans les illuminations, il a d'abord voulu les appeler colored, vous me pardonnerez l'accent anglais, colored plates. Quand il était en Angleterre, il a vu ces assiettes comme ça, avec ces images extrêmement colorées. Et illumination, après il a choisi illumination, qui est proche d'enluminure. Enfin bon. Donc il y a tout cet aspect imagiste qui m'a intéressé de reprendre en traitant de la figure de Jeanne d'Arc. Moi, je m'étais imaginé que c'était justement de prendre ce qu'il y avait de mythologique ou de légendaire et de l'amener dans ton monde. Parce que si vous lisez les livres de Marc Graciano, il y a une cohérence d'imaginaire et d'univers, une attention portée d'une part à l'immensité du monde, à la façon dont l'immensité du monde est peuplée. La nature, les animaux, voilà. Ça, et dans la façon dont Johan est construit, c'est 13 tableaux. D'ailleurs, c'est étonnant, mais encore une fois, c'est un cheminement. C'est-à-dire que ce sont toujours des personnages qui cheminent, oui. Ouais, qui cheminent et qui sont complètement immergés dans un élément qui est la nature. Oui, ça. Dans le deuxième, Une forêt profonde et bleue, il chemine moins. C'est plus statique. Il chemine moins physiquement. Ouais. Enfin, au début, oui, ce sont des nomades, mais ouais. Ensuite, il y a comme ça une fixation, et après, il y a des voyages divers et variés. Mais géographiquement, ils ne bougent plus tellement, en fait. Mais tu as raison, il y a beaucoup de voyages, de déplacements dans mes livres. Et puis, tu disais que je reprenais des images de légende. Alors, pour faire un petit jeu de mots que je fais quasiment systématiquement maintenant, mais qui est peut-être pas très drôle, mais je fais feu de tout bois. Concernant Jeanne d'Arc, c'est toujours... Bon, enfin, dans le sens où j'utilise quand même des éléments historiques plus ou moins avérés, établis. Je prends des éléments légendaires, en effet, parce que bon... alors moi, pour écrire le bouquin avant, je me suis pas trop documenté, hein. Un petit peu quand même, mais pas trop. Je me documente beaucoup plus depuis que je l'ai écrit qu'avant, d'ailleurs. Okay. Et en fait, mais ça, je vérifie quelque chose que je suspectais, c'est que dès le départ, elle a été mythifiée, Jeanne d'Arc. Hein. C'est-à-dire que même quand elle a rejoint le Dauphin, déjà, il y avait un chroniqueur qui s'appelle Chartier, le chroniqueur du Dauphin, de Charles VII, qui déjà l'a présentée comme une bergère. Et fille de bergère, ce qu'elle n'est pas du tout. Hein. Elle était fille de paysan, enfin de laboureur, un laboureur assez aisé, notable de son village. Il ne faut pas non plus imaginer la petite bergère. Mais la figure du berger résonne évidemment avec la figure christique, oui, et la figure du pasteur, etc. Bon, donc j'utilise des éléments légendaires aussi, pro Jeanne d'Arc, mais anti-Jeanne d'Arc. Oui. Par exemple, au procès, ils l'ont accusée, semble-t-il à tort, parce que c'est pas quelque chose qu'elle aurait fait de ce qu'on arrive à comprendre d'elle. Enfin, ils l'ont accusée de diriger une messe, je sais pas comment on dit, animer une messe. Ce qui est impossible, parce que alors c'est vrai. J'y reviendrai après. Il y a quelque chose d'intéressant dans Jeanne d'Arc, c'est que elle plaidait pour avoir une relation tout à fait directe à Dieu, hein, c'est-à-dire à ce qu'ils appelaient l'Église triomphante. Et il y avait presque un petit côté, là j'exagère un peu, mais anticlérical, c'est-à-dire qu'elle a fait sans l'Église, si tu veux. Elle estimait tenir
son projet de Dieu directement. Hein, bon, mais ceci étant, elle n'aurait jamais animé une messe. Enfin, je veux dire, elle était trop respectueuse du culte. Bon. Et enfin, il y a aussi des éléments qui sont complètement inventés, là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Oui, voilà. parce qu'elle anime une messe, là. Voilà, et là, je lui fais animer une messe, un peu particulière. Oui. Ouais. Alors, je l'appelle la messe des enfants et je fais un jeu de mots parce qu'en fait, elle a participé. Sur son trajet entre Vaucouleurs et Chinon, parce que c'est ça le sujet du livre. Voilà, oui. Les 13 chapitres Elle part couvrent cette partie-là de la vie de elle Jeanne part d'Arc. de Vaucouleurs, elle a entendu des voix qui lui demandaient de retrouver le dauphin, de libérer Orléans et de le faire sacrer à Reims. Voilà, c'est tout. Elle a dû convaincre les gens autour d'elle de la laisser partir. Finalement, ça s'est fait. Historiquement, c'est vrai. Hein. Enfin, c'est à peu près établi. Donc, elle a quitté Vaucouleurs avec une cohorte, enfin pas une cohorte, avec des hommes qui l'accompagnaient, la protégeaient, et pour rejoindre donc Charles VII, le dauphin, à Chinon. Et ça fait, je ne sais plus combien de kilomètres, mais un certain nombre, ça fait pas 600 ou 700. J'avais fait ça sur Google itinéraire, on est à 450 km. 450, et ils l'ont fait en 11 jours, et plus exactement 11 nuits, parce qu'une grande partie du trajet s'est fait en terre bourguignonne ou anglaise, donc potentiellement avec des gens hostiles. Et on sait très peu de choses sur ce trajet. Elle en a mentionné, ses compagnons en ont parlé. On sait juste qu'ils sont passés, on a 4 certitudes. Ils sont arrêtés près d'une abbaye, près de Joinville, je crois, dans la Marne. Ils sont passés près d'Auxerre. Ils ont passé la Loire à Gien. Ils ont passé une chapelle qui s'appelle Sainte-Catherine de Fierbois, au nord de Poitiers. Et ensuite Chinon. Et quand ils sont passés à Auxerre, elle est allée à une messe. Il semblait qu'ils aient pris que c'était dangereux, qu'ils aient pris des risques d'ailleurs, puisque c'était tenu par les Anglais ou les Bourguignons, je ne sais plus, Auxerre. Et elle est allée assister à la messe des enfants, ce qu'on appelait la messe des enfants, donc semble-t-il des messes dans l'après-midi qui étaient dévolues aux femmes et aux enfants. Voilà. Alors j'ai repris ce titre et je lui ai fait animer une messe, mais une messe clandestine que j'appelle pastorale, buissonnière. Voilà, près d'Auxerre. Voilà, ça c'est une manière de récupérer. On est aux confins là du véridique et de l'inventé, quoi. Mais ça, on sent bien que de toute façon, le livre se construit là-dessus, et même, alors a priori, je pense aussi à contre-courant de l'idée de Jeanne d'Arc la guerrière, parce que c'est absolument pas une guerrière dans le livre. Enfin, c'est une jeune femme très douce. C'est une jeune femme comme vous les aimez aussi, en même temps incroyable j'allais dire de motivation, mais de force intérieure et de fragilité. Et on la voit pour reparler de ce que tu disais de la bergère, tu lui fais cette scène magnifique d'agnelage. Il n'y a qu'une bergère qui peut faire ça. Enfin, je veux dire, une jeune fille qui connaît rien. Alors, elle peut pas aider un. Mais bon, alors elle n'était pas bergère, mais je pense que, ceci étant, elle dit que par moment, alors on dit qu'elle allait garder les animaux de son père, mais c'est plus complexe que ça en fait. Elle prenait le tour de son père. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'au XVe siècle, dans les villages, ils mettaient les troupeaux en commun. Et chaque famille avait pour charge de garder les bêtes de tout le monde, en fait. Bon, voilà. Donc, quand même, elle devait être... là, il y a un peu de véridique, si tu veux. Elle a dû voir ce que c'est qu'un agnelage, comme toute personne à la campagne. Hein, en fait, et en même temps, là, évidemment, je joue beaucoup sur le symbole, les images, justement, légendaires, à la limite du chrétien, parce que l'agneau, bon, c'est le Christ, donc elle fait naître le Christ. Donc il y a un petit jeu comme ça, symbolique, très fort à travers cet agnelage. En fait, c'est ça que je cherche à te faire dire, c'est que tout ce travail que Jeanne d'Arc, en fait, c'est pas une excuse, mais c'est une figure qui est bien arrangeante pour que tu puisses la remplir, toi, oui.
de ta phrase, de cet imaginaire que tu viens calquer là-dessus. Oui. Et finalement, très vite, on se rend compte à la lecture que, bon, Jeanne d'Arc, on oublie un peu. Enfin, on peut oublier très facilement. Oui, c'est ce que je disais quand je disais que je l'avais amené sur mon terrain. C'est-à-dire c'est un sujet de rêverie. Et, voilà, donc j'ai rêvé. C'est pas un livre d'histoire, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est pas une historiographie, même romancée, je veux dire. Ça n'est pas non plus un roman historique au sens où j'ai cru comprendre que le définissait Marguerite Yourcenar. Moi j'ai peu lu Marguerite Yourcenar, j'ai écouté sur France Culture des fois, j'ai écouté des interviews d'elle, etc. Elle était assez intéressante. Elle disait que elle, par contre, historiquement, elle se documentait beaucoup, mais pas seulement sur l'environnement matériel, technique, pas seulement sur la langue, parce qu'en plus elle était je pense qu'elle parlait latin et grec, Yourcenar. Mais aussi, elle se documentait beaucoup, elle essayait d'être véridique au niveau des idées. Mais j'ai cru l'entendre dire qu'ensuite, une fois qu'elle a bien documenté, ce qu'elle aime bien, c'est évoluer dans ce monde véridique. Alors, donc c'est comme si elle laissait son imaginaire, si tu veux, évoluer, mais dans un monde véridiquement documenté. Et moi, je fais pas ça, par contre. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, c'est juste une rêverie. C'est pas. Alors, j'essaye d'éviter les trop grosses incongruités, hein, mais je suis pas certain de les avoir évitées. D'ailleurs, là, du coup, je lis des livres d'histoire. Des fois, je m'aperçois que bon, il y a des trucs. Bon, c'est pas fidèle, hein, tu vois, à l'histoire. Bon, voilà. Alors, je me posais cette question-là parce que tu es extrêmement attentif aux mots, à la justesse des mots, et même parfois, même souvent, à utiliser des mots dans le sens étymologique exact. Oui, voilà, le sens premier, et donc qui n'est plus le sens qu'on utilise aujourd'hui. Et à chaque fois que j'ai regardé des mots pour Johan, on était bon, c'était des mots qui existaient au XVe siècle. Le seul qui me revient là, c'est la façon dont tu utilises le mot lubrique. On revient à cette idée, non pas de lubricité telle qu'on la connaît nous maintenant aujourd'hui, mais ce côté on parlait d'une anguille lubrique, je crois que tu en parles, hein, qui est lubrifiée. Voilà. Et voilà, ouais. Donc ça aussi, donc tu fais très attention, ça. Oui, avec un petit peu de vice, parce que quand je décris les anguilles lubriques, elles sont en train de coïter, en fait. Bon, voilà, donc, oui, mais ça fait partie justement. Donc il y a un petit... peut-être j'y reviendrai à ça, mais par moments, je renforce la confusion chez le lecteur, hein, pour que ça crée aussi un effet de surprise. Enfin, c'est une petite technique. Je le fais beaucoup avec les digressions, pour sortir des digressions. Mais bon, pour revenir initialement à ta question, oui, en effet. Alors, par contre, sur le vocabulaire, là, alors que je ne l'avais pas fait pour les précédents livres, où j'avais un vocabulaire qui pouvait aller des origines on va dire jusqu'au début 20e. Là, j'ai, sauf exception, les mots appartiennent à une époque qui ne dépasse pas le XVe siècle. En effet. Donc je me suis appuyé sur un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire du moyen français, qu'on trouve en ligne. C'est le CNRTL. Je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est un outil magnifique. J'utilise le Xylogos, moi. Ouais. C'est leur truc. Tu arrives à recroiser les trucs. Ouais. On devrait leur donner une médaille tous les jours à ces gens, ces universitaires à Nancy qui ont fait ça. C'est magnifique, quoi. Donc, il vous donne tous les mots qui, dès qu'il dépasse le 15e, paf, il apparaît plus, et il vous le donne dans le sens premier. Voilà. Et par exemple, il y a un adjectif, mais moi-même je le découvre. Hein. Il y a l'adjectif joli, qui est devenu aujourd'hui synonyme de quelque chose de beau, de mignon. Enfin. Et joli, tout départ, c'est joyeux, en fait.
Et donc, je ne me suis pas privé de l'employer plusieurs fois. Je dis que Johan était d'humeur jolie, ou notre joli camarade, mais dans le sens notre joyeuse camarade. Alors, ça peut... voilà, j'y reviens. Ça peut créer de la confusion et en même temps, ça éveille l'attention. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce que j'essaye aussi de faire, c'est que... Alors ça, j'espère y arriver, c'est pas certain, mais enfin, j'essaye de faire en sorte que ce vocabulaire paraisse naturel. C'est-à-dire qu'on n'ait pas le sentiment que c'est un vieux mot. Pour moi, ça, c'est important. C'est pas l'idée d'imiter ou de singer l'écriture du 15e. Mais c'est de recréer un langage, supposément du XVe siècle, mais qui ne l'est pas en réalité. Mais de retrouver l'émotion et faire retrouver l'émotion à la lecture de ces mots, en fait. Pour moi, ça, c'est très important. C'est l'idée de revenir. C'est pas revenir à une origine, enfin, parce que bon, ou en tout cas une origine supposée. Parce que l'origine, bon, de toute façon, on ne peut pas la trouver. Hein, bon, hein. Mais c'est surtout que c'est retrouver l'émotion originelle. Et c'est pour ça que je parle de langue que j'aimerais neuve ou reneuve, et que j'ai même qualifié de Noël, dans ce sens-là. Voilà. Donc il y a quelque chose qui apparaisse, une émotion qui pourrait être semblable à celle que je suppose qu'ont eu ceux qui employaient le mot à l'époque. Bon, voilà, je ne suis peut-être pas très clair sur ces questions, mais pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est très lié à Péguy, ça. C'est très lié à Charles Péguy et à justement cette figure de la petite fille, de la petite espérance et de la mystique, en fait, et de l'enfance. Pour Péguy, c'était sans doute les trois faces d'une même chose. Et l'espérance, c'est cette idée que tout se refait. Tout peut se refaire, tout doit se refaire sans arrêt. Donc il y a quelque chose d'assez exaltant à cette idée. Il était anti-progressiste, hein, Charles Péguy. Il ne pensait pas que le progrès, c'était un truc comme ça. Hein. Donc, comme il disait, il ne faut pas penser avoir définitivement balayé devant sa porte. Il faut tous les jours, il faut balayer. Voilà. Bon, donc c'est cette idée aussi, à travers cette langue Noël, de reprendre ce concept, cette idée d'espérance. Mais alors, il y a ça parce que... Et juste, je termine, et pour moi, Jeanne d'Arc, c'est ça, quoi. C'est la figure de l'espérance dans ce sens-là. Moi, je la vois comme la petite fille du Porche du Mystère, grandie. Hein, c'est un peu ma vision de Jeanne d'Arc. Tu vois, c'est pas que la guerrière, c'est pas... de toute façon, dans le livre, ça n'est pas la guerrière. Ouais. Enfin, alors, peut-être que... C'est la future guerrière. Voilà, peut-être, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Alors, il y a sur les 13 chapitres, il y a 12 chapitres de leur voyage, et le premier chapitre, qui est le plus long, qui fait 70 pages, qui s'appelle L'enfance, et qui est ce moment dans la maison. Donc Jeanne est vraiment toute petite, avec ses frères et sœurs et ses parents. Un jour dans la maison, ils reçoivent un voyageur qui vient, c'est l'hiver, il s'attable, on lui donne le gîte et le manger. Et ce monsieur va commencer alors à raconter des choses aux gamins qui sont attablés et à Jeanne qui sont là. Et en fait, moi je l'ai lu comme ça, il leur ouvre les portes du monde. C'est-à-dire qu'il leur raconte tout le bestiaire médiéval, il leur raconte les saints, les martyrs qu'ils ont vécus. Et voilà, c'est tout d'un coup, dans cette maison-là, qui est un lieu infiniment petit, lui fait venir le monde entier. Et ensuite, donc ça c'est une narration comme on a l'habitude de la lire chez Graciano, et ensuite, à partir du chapitre 2, on tombe sur un narrateur qui fait partie du groupe des voyageurs et qui va raconter à la première personne du pluriel. Donc là, il y a cette rupture-là. J'aimerais bien que tu en parles un petit peu de cette construction romanesque-là. Bon, là, je ne saurais pas trop m'expliquer. Hein. Oui. C'est-à-dire, pour moi, c'était important de débuter sur l'enfance. En même temps, je ne suis pas très original dans le sens, parce que tous ceux qui écrivent sur Jeanne d'Arc, ils commencent par l'enfance. Hein.
Parce que c'était une enfance qui conditionne beaucoup, quand même. Dans le sens où... dans le sens que c'est quand même une enfance paysanne, champêtre, agreste. C'est une espèce de christianisme très pur, très naïf, qu'elle a connu, semble-t-il, enfin, et qu'il connaissait dans les campagnes. Et ça a conditionné quand même son rapport à Dieu et au monde, et à sa façon de... C'est-à-dire, ensuite, elle va bousculer, alors, et c'est une fille qui est dérangée de son petit monde, là. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus, parce que là où elle habitait, en fait, c'était un pays frontière. Il y a beaucoup de passages, c'était pas non plus un pays clos, hein. Donc ça faisait frontière avec le Barrois, la Lorraine et la France. Et il y avait pas mal de passages, il y avait pas mal d'infos qui circulaient. Enfin, je ne voudrais pas exagérer s'il dit que c'est un monde clos, mais enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine, et c'est comme ça qu'il me plaît de l'imaginer. En tout cas, un petit monde comme ça, très pur, naïf, un christianisme pur, naïf, dont elle est dérangée. Et elle va déranger les puissants, en fait. Mais elle va les déranger comme une fille de la campagne, tu vois. Et avec un rapport à Dieu extrêmement simple. Il y a aussi toute la figure de la simplicité chez Jeanne d'Arc, moi, qui m'attire beaucoup. Voilà, donc c'est pas une aristocrate. Elle n'a pas vécu à la ville. Bon, les villes n'étaient pas très développées à l'époque, mais quand même. Hein. Elle n'a pas vécu dans un château. Elle n'a pas vécu dans la para, dans les ors, tu vois. Donc, bon, ça m'a intéressé. En plus, comme je t'ai parlé de Peggy, de l'enfance, évidemment, pour moi, l'enfance, ça résonne avec l'espérance. Voilà, et puis ce premier chapitre, oui, tu as raison, il fait venir le monde, mais il le crée aussi. Donc, j'ai pris l'habitude un peu de paraphraser ou plagier, je ne sais pas comment on pourrait dire, le passage du poète, tu sais, ce titre de Ramu. Je sais pas si il a écrit un livre qui s'appelle Le passage du poète. Je trouve ce titre magnifique. C'est l'histoire d'un vagabond qui arrive là-bas, c'est dans le canton de Vaud, chez des vignerons. Et sa venue, c'est un beau parleur. Hein. Et donc ça donne l'occasion à Ramu de faire des espèces de passages où c'est très marqué par l'oralité, enfin, comme aimait Ramu, hein. Et comme j'aime chez Ramu. Je ne sais pas si vous avez lu du Charles Ferdinand Ramuz. Et il appelle le passage du poète. Et là, c'est ça. Et puis pour moi, le poète, alors moi j'ai une définition tout à fait originelle de la poésie. C'est-à-dire, je pense que pour moi, le poète, c'est celui qui réalise, qui rend réel avec les mots, qui a cette capacité à rajouter des objets au monde avec le verbe. Et là, c'est exactement ça. Si tu veux bien, bon, alors il s'appuie sur plein de médailles qui le montrent. Bon, il y a tout un jeu comme ça avec les médailles. En fait, c'est un fol en Christ. Hein, c'est ce qu'on appelait les fols en Christ, ou les ravis en Dieu. Enfin, ils avaient plein de noms. Ça existe. C'est une figure connue, ça, du monde médiéval et du christianisme médiéval. Ouais. Mais lui, il tranche avec parce qu'il y aura dans le voyage, il y aura deux autres moments de confrontation, de confrontation de point de vue, de confrontation mystique avec entre Jeanne d'Arc et d'un côté le prieur au début, et ensuite quasiment à la toute fin avec le pestiféré qui eux lui présentent une vision alors là qui est déjà qui est déjà contemporaine. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Oui. J'allais dire la vision d'un Dieu qui serait au-delà des contingences de la morale, où la morale serait laissée de toute façon aux humains, aux mortels, et Dieu, lui, de toute façon, comme il est de tout, il peut être ni bien ni mauvais, puisqu'il est et le bien et le mal. Ça, c'est quelque chose qui est pas valable. Non, je pense pas. Ça doit être bon. Enfin, moi, je provoque. C'est pas une. C'est comme tu vas. Je n'oserais pas provoquer Jeanne d'Arc. Non, c'est pas une provocation, mais c'est une. Bon, c'est sûr, c'est sans doute marqué par Spinoza. C'est plus proche de Spinoza ou de Schopenhauer.
que de la philosophie médiévale, c'est sûr. C'est une façon de peut-être pour moi, de venir m'occuper de Jeanne d'Arc aussi d'une certaine manière, enfin, ou m'opposer à elle, ou lui. C'est une opposition que lui procurent ces personnages-là. Mais tout à fait venu du monde contemporain. Le ladre, c'est plutôt un lépreux. Enfin, encore que. Oui, mais à l'époque, de toute façon, le mot de peste voulait dire beaucoup de choses. Hein. Oui, non, mais c'était pas forcément la peste. Hein, toutes les maladies, voilà. Donc, c'était pas que la peste bubonique. Et quant au ladre, lui, c'est un anarchiste carrément, puisque il dit que bon, les États, la nation, ça n'existe pas, que la terre n'appartient à personne. Alors lui, la propriété, c'est le vol, quoi. C'est du Proudhon. Alors ça, vous voyez, ce sont des figures qui viennent du monde contemporain et puis qui surgissent comme ça dans le passé face à elle. Et ça donne l'occasion surtout de grands... Parce que moi, il y a très peu de dialogue dans mes livres. Par contre, il y a des moments où les gens se mettent à faire une harangue ou une espèce de monologue. Et c'est traité en style indirect, donc ça permet de prendre un ton comme ça, dit messianique, tu vois. Donc voilà, c'est toujours intéressant ces grandes figures comme ça de philosophes ou de théologiens à leur façon qui apparaissent dans les livres, dans mes livres. Bah, peut-être qu'on va en goûter un petit peu puisque tu as accepté de nous lire quelques pages. Donc quelques pages pour que vous goûtiez aussi la phrase, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il s'amuse avec... Donc, mais on va en parler après, vous verrez la lecture. L'univers littéraire est très cohérent et en fait, il creuse un style qui n'est qu'à lui, de livre en livre. Et alors, il y a certains changements. Donc, Liberté dans la montagne, c'était des phrases toujours très courtes avec le « et » qui revenait sans cesse, mais des points. Et là, il s'est amusé à ne faire qu'une phrase par chapitre. Alors, on est pour alimenter comme ça cet aspect litanique et entêtant de la phrase... Oui, ça fait quelques livres déjà que j'ai adopté cette technique et puis que j'ai du mal enfin, qui me convient. Donc, on en parlera peut-être. Oui. Là, donc c'est justement dans le chapitre de la messe des enfants. Ouais. Et puis, ça synthétise aussi cette façon que j'ai eue de mentionner la jonction, justement. Alors, tu vois, tu parlais de l'enfance en Lorraine, la Meuse, etc. Mais c'est des choses qui apparaissent aussi dans le procès. C'est-à-dire s'il y avait un christianisme comme ça, champêtre, mais il y avait aussi une jonction avec un fond païen qui était là, qui sourdait beaucoup. Et au fur et à mesure du livre, des oppositions, justement, enfin, je ne sais pas ça si tu l'as senti, mais le personnage, donc, a une foi qui s'élargit, moi je dirais, c'est-à-dire ça devient presque un peu une foi cosmique. Donc, et puis là, elle devient, enfin, elle se laisse emporter un peu. Et donc, voilà, moi je vais vous lire. Donc, on est au milieu de la messe qu'elle fait. Elle est avec ses compagnons devant elle, et puis deux jeunes gardiens de moutons qu'ils ont trouvés dans une bergerie isolée, bon, qui sont deux figures presque d'angelots, quoi, enfin de séraphins, comme ça. Hein. Voilà. Tu veux que je tienne le micro ? Peut-être le micro, parce que sinon je vais pas avoir du mal à tourner la page. Puis, elle prononça le Kyrie, mais sans véritablement le chanter. Et chaque fois qu'elle demandait à Dieu ou à son Fils de prendre pitié de nous et de nous sauver, et mêmement de la France, elle le faisait d'un air boudeur, comme une enfant vexée et têtue qui réclame obstinément son dû. Et nous lui faisions le répond d'une voix forte et grave, hormis les deux enfants qui le faisaient d'une voix cristalline
étant pure et harmonieuse, qu'il paraissait chanter d'aériennes anciennes, malgré qu'ils ne le voulussent idée en vérité. Et Johann d'un air fol et inspiré, tellement que sa voix changea à nouveau plusieurs fois de gamme et prit différents accents imprévisibles, connus comme qui dirait d'étranges modulations qui auraient pu faire croire qu'elle aussi chantait maintenant, invoqua dans une litanie exaltée et comme malade, plusieurs fois de suite, les noms de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite et celui de Saint Michel, en leur demandant de prier pour nous. Puis elle dit, Sainte Claire, du haut de ton rempart, encense-nous. Puis elle dit, Saint François, tellement aimé de tout le monde, comme Jésus, mais tout particulièrement des petits oiseaux, sauve-nous. Puis elle dit, Saint Antoine, toi le grand, délivre-nous du mal, et toi le petit, celui de Padoue, prêche-nous. Puis elle dit, Saint Rémy, préserve-nous des flammes, et toi, Saint Nicolas, racole-nous. Puis elle dit, Sainte Lucie, de tes yeux crevés, pleure-nous. Puis elle dit, Sainte Agathe, de tes seins arrachés, allaite-nous. Puis elle dit, Sainte Geneviève, éclaire-nous. Puis elle dit, Saint Denis, avec ta tête décollée, prédique-nous. Puis elle dit, Saint Martin, réchauffe-nous. Puis elle dit, Saint Barthélemy, humble parmi les humbles, toi, l'écorché, souffre pour nous. Puis elle dit, Saint Christophe, toi le porte-Christ, porte-nous. Puis elle dit, Saint Fiacre, le jardinier de la terre, nourris-nous. Puis elle dit, Saint Rouge-Gorge, son ami, chaque fois que tu hoches la tête, aime-nous. Puis elle dit, toi, le grand aigle des cieux, élève-nous. Et toi, Sainte Grue, lamente-toi pour nous. Et toi, Saint Pélican, répands ton sang pour nous. Et toi, Saint Ours, l'ermite, dors pour nous. Et elle dit, Saint Goupil, le rusé joueur, ris-toi de nous. Et toi, Saint Loup, grand Benoît, dévore-nous. Et toi, Saint Coq, chante et préviens-nous. Et toi, Saint Lion, le roi des animaux, rugis pour nous. Et toi, Saint Corbeau, charogne-nous ou approuvant de nous en petits pains. Et toi, Sainte Abeille, l'industrieuse, butine-nous. Et toi, l'arbre aux dames, l'arbre aux fées, le fou vénérable, sage parmi les sages, toi la pieuse plante, ombrage-nous. Et vous, sainte fée, belle marraine, prenez-nous en votre air. Et toi, sainte source, la claire fontaine, purifie-nous. Puis Johann dit, toi, Saint Jourdain, le grand fleuve, charrie-nous. Et toi, Sainte Meuse, le petit, qui semble une douce rivière, reneuve-nous. Ça va le bras? C'est bon. Bon, j'ai fait un peu long, mais je vais aller au bout de la séquence. Ouais, cet aspect-là, ça c'est très marqué. Alors, moi je me posais la question de savoir comment tu écris. Est-ce que tu écris vraiment dans l'intuition ou est-ce que tu avances avec un plan, tu avances avec
avances avec un plan établi, avec voilà, tu sais exactement où tu vas, ou tu te laisses porter vraiment par le... Non, je fonctionne avec des images principalement. C'est un livre imagiste, donc dès le départ, il y a beaucoup une succession d'images, des digressions, une image appelle une autre image, etc. Je me laisse porter. Donc ce sont avant tout des images que je déplie et puis ça donne un chapitre. Alors après, bon, évidemment, il y a des petits raménagements, il y a des passages qui sont au début, qui passent à la fin, mais enfin, voilà, donc c'est surtout une espèce d'inspiration par l'image. Et puis, après la tentative de bien la décrire et d'utiliser les mots adéquats. Alors, parfois, c'est un peu inversé, c'est-à-dire que je lis des mots et des images naissent. Bon, ce sont les deux moyens. Voilà. Des fois, je lis un dico, tout simplement, et enfin, voilà, des images naissent. Et puis, des fois, les mots viennent tout seuls, ça c'est assez surprenant. Bon, quand je suis en train d'écrire dans un livre, souvent, des fois, quand je conduis, je suis obligé de m'arrêter pour l'écrire, ou quand je marche, parce que ça, je sais pas pourquoi, il y a un mot qui vient, et puis, alors, il faut que je l'écrive, parce que sinon, je l'oublie. Donc voilà, ça serait plutôt ça. C'est pas tellement construit, par avance en tout cas. Oui. Donc tu te laisses porter par le. Je me laisse porter par l'image, principalement par l'image. Mais donc du coup, on peut pas dire que le livre s'écrive dans l'ordre ou dans les réagencements, ils se font. Attends, là, pour celui-ci, quand même, il y avait l'idée de départ, c'était qu'il partait de vos couleurs usagées à Chinon en 11 étapes. Oui. Bon, donc c'est sûr qu'il y avait un canevas, là. Oui, mais par exemple, on va dire, on prend le chapitre sur l'agnolage, tu attends de l'avoir terminé complètement pour passer à autre chose, ou tu peux écrire en même temps. Ah non, oui, non, ça peut. Non, il peut y avoir plusieurs images que j'ai commencé à décrire et qui... Oui. Je peux courir plusieurs lièvres à la fois. Oui. Parce que du coup, ça donne, et c'est très saisissant, un effet extrêmement homogène. Oui. Et on passe d'un chapitre à l'autre. Ouais. Bien, et ben voilà. Si vous voulez vous faire dédicacer le livre, Marc, j'accepte de signer des livres. Mais bien sûr, bon. Oui. Merci beaucoup, merci Marc d'être venu. Service, c'est une expression suisse. C'est moi qui vous remercie de votre présence. Elle s'est raréfiée au cours de la soirée, mais ça, c'est l'effet, c'est l'effet de la phrase. Vous avez pu écouter une rencontre avec Marc Graciano à la librairie Ombre Blanche le 1er février 2022 pour la publication de son livre Joanne aux éditions Le Tripode. Chez cet éditeur, Marc Graciano a aussi publié Joanne & Graciano & Co. Et il est aussi l'auteur de Une forêt profonde et bleue, Liberté dans la montagne, Le secret ou encore Embrasse l'ours chez José Corti. Réalisation et mise en onde Radio. Et la mort au bout, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Les défauts des faits, les gueules des fêtes, les ballons percés et tous ceux qui fuient, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Le froid de l'hiver, le jus de l'orange, le sourire d'un vieux, ta main sur ma main, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. La main de ton père, les seins de ta mère, les rires de ton fils, en ton absence, tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Poignées de main sur le cœur de l'hiver, les éclats de
journée perdue au bras des secondes de la nuit qui vient comme un aimant. Tout ce qui ne vaut rien, tout ce qui ne vaut rien. Le fil d'un visage, l'orage d'un cul, la plainte d'une âme, la vie d'un humain. Tout ce qui ne vaut rien le vaut bien.